effectivement, je vais parler des Contes de crime de Pierre Dubois, qui est ce livre. Et je vais tout de suite commencer par une citation. Issue du livre, donc. « Le meurtrier s'employait-il à réécrire les secrets des faits avec le sang des contes, ou bien ne s'agissait-il que d'une coïncidence ?» La formulation de Pierre Dubois est révélatrice, et elle ne cesse de jouer avec les contes. Le livre les réécrit sous la forme de nouvelles criminelles, entre merveilleux et horreur. Tantôt la réécriture fait uniquement référence à un conte, tantôt elle en entremêle plusieurs, ou encore mélange différents référents littéraires, étrangers au merveilleux. L'auteur ne cesse de jouer sur la forme du conte et sur les attentes de son lecteur. Après le travail pionnier d'Angela Carter, The Bloody Chamber and Other Stories, sorti en 1979, qui a proposé une reconfiguration narrative des contes sous forme de récits gothiques, Pierre Dubois, à sa suite, adapte les contes en nouvelles criminelles, qui, au fur et à mesure du livre, deviennent enquêtes. Toutes portent le titre de différents contes de Grimm ou de Perrault, mais leur contenu s'avère bien différent. Les nouvelles de Pierre Dubois construisent un espace à mi-chemin entre l'univers des contes et une variété d'autres univers littéraires distincts. Le merveilleux est sans cesse rappelé et invoqué à l'aide d'une parole magique, ce « il était une fois », qu'on retrouve à plusieurs reprises au sein d'une même nouvelle. Ainsi, les contes de crime de Pierre Dubois, en empruntant largement au répertoire merveilleux, semblent réactualiser le matériau des contes dans des univers littéraires qui en sont a priori bien éloignés. Fantastique, roman gothique, roman policier du XIXe siècle, etc. Cela avec l'aide d'un langage prolifique. L'écriture de Pierre Dubois est une écriture de l'excès. Elle multiplie les juxtapositions, les adjectifs inusités, elle est surchargée et semble déborder du texte. Et c'est elle-même qui semble influer sur les directions que prend l'histoire. En effet, les réécritures de Pierre Dubois semblent constituer non pas une série de nouvelles indépendantes, les unes des autres, mais un ensemble cohérent. L'épanchement régulier du conte dans le policier fait évoluer la narration. La langue s'emballe, se répète, les crimes sont de plus en plus sanglants, de plus en plus détaillés à mesure que les personnages s'approchent du merveilleux. Les contes de crime semblent ainsi former un texte littéraire hybride qui constituerait alors, dans une perspective métatextuelle, lui-même un objet d'enquête. Il s'agira alors de se demander si l'écriture irréalise l'histoire ou bien si, au contraire, elle provoque une actualisation du merveilleux dans le monde réel. Pierre Dubois se sert-il du conte pour en explorer les possibilités dans un autre univers littéraire, ou bien justement pour mirabiliser, selon le mot de Jean Fabre que nous définirons plus avant, un univers désenchanté. Pervertir les contes, passage du merveilleux au policier. Merci. L'écriture des contes de crime semble de prime abord bien correspondre à ce que Jean de Palacio appelle « pervertir un conte ». Je cite, « Pervertir un conte, c'est attenter à son sens, à son esprit et à sa lettre. C'est écrire à rebours d'une tradition bien attestée. C'est altérer les lois du genre, y introduire le disparate, en déformer le registre. C'est faire violence, de quelque façon que ce soit, aux attendus du merveilleux. C'est encore privilégier la partie aux dépens du tout, être infidèle aux proportions, grossir le détail minuscule, dénaturer les mobiles, brouiller les rôles, abattardir le langage. C'est enfin inverser le beau et le laid, le bien et le mal, de façon non plus passagère, mais durable et permanente. » Dès le titre, le lecteur sait qu'il s'agit d'une réécriture de conte un peu particulière. Le jeu de mots « conte de crime » prévient le lecteur dès le paratexte qu'il va lire un texte qui fait violence aux attendus du merveilleux, comme le dit l'auteur, de manière humoristique. Toutes les nouvelles portent le nom d'un conte de Perrault ou de Grimm plus ou moins célèbre, et chacune met en exergue une citation du conte dont elle est la réécriture. Ainsi, Pierre Dubois revendique bien un rapport intertextuel au conte d'une manière dialogique. Les textes se présentent donc réellement comme réécriture. Par exemple, dans la première nouvelle La Belle au bois dormant, la citation de Grimm en exergue annonce la fin de la nouvelle. Ce n'est pas dans la mort que sera plongée la princesse, mais dans un sommeil profond de 100 années. Dans la nouvelle, M. Pepinster cherche à se débarrasser de sa femme et, inspiré par une pâle copie de carton-pâte de La Belle au bois dormant, décide de l'hypnotiser jusqu'à sa mort. Or, la citation en exergue annonce d'emblée l'échec du projet. Madame Pepinster se réveille et c'est elle qui tue son mari. Je cite, « Ainsi, elle s'est réveillée le temps de reprendre vie,
de méditer sa vengeance, de l'attendre, l'attendre même si cela devait durer 100 ans, 100 ans, 100 ans. Il n'est pas anodin que le recueil de nouvelles s'ouvre avec le réveil de la Belle au bois dormant. Il est dit dans le texte, il prit 2 places, c'est pas tout de suite, il prit 2 places au royaume des contes avec des guillemets qui se réfèrent au nom de l'attraction. Les contes ne sont donc plus que des coquilles vides, poussiéreuses, qu'il s'agit de réinvestir. Se trouvaient là, assez atrocement reproduites en trompe-l'œil et figures de cire, les scènes les plus célèbres des contes pour enfants. Hansel et Gretel grappillaient une tuile de pain d'épices à la maison de la sorcière, le chaperon rouge sous une frondaison de papier crépon indiquait à un loup défraîchi, babine mal enmoustachée, le sentier menant chez Mère Grand, Tire la chevillette et la bobinette cher rat, commentait un phylactère accroché au rideau. Tout se passe comme si le livre de Pierre Dubois constatait l'immobilisme des figures traditionnelles de contes auxquelles il fallait insuffler un second souffle par la réécriture. Ce second souffle passe par une séparation entre le signe du merveilleux et son référent. Ainsi, le vaillant petit tailleur est un meurtrier célèbre, le docteur C. Perrault de grand renom et le médecin qui a nié sa présence à l'accouchement de Riquet à la houppe. Madame Pepinster devient la belle endormie, à mesure qu'elle maigrit hypnotisée sur son lit. La séparation du nom et ce à quoi il se réfère, systématiquement teinté d'ironie, permet la coexistence de 2 univers de fiction, celui du merveilleux et celui du roman policier. Chaque nouvelle commence donc par « Il était une fois ». Nous reviendrons plus avant sur ce point, mais nous pouvons d'ores et déjà constater que les attentes du lecteur sont systématiquement déçues. Le conte, on l'a vu, ici, c'est l'artifice, c'est le maquillage, la figure de cire, qu'il faut, afin de lui donner une seconde vie, pervertir. Dès lors, on peut introduire du réalisme dans la fiction merveilleuse. Cendrillon prend par exemple le taxi pour se rendre au bal. La Belle au bois dormant n'est qu'une illusion. Il alluma la lampe de chevet et le reflet de l'armoire à glace le renvoya par le couloir des ombres au chevet de la belle endormie. Mais ce n'étaient plus les purs graciles d'une princesse enchantée. Appuyé sur un coude, il contempla, épandue à la place, Madame Pepinster qui, débordant de la couette, infusait des rêveries de bamboche comme une théière replète. Le conte ne semble plus marcher. Il faut donc se fier au réel. Ainsi, pour Riquet à la houppe, je cite, « Si les enchanteurs tardaient à se pencher sur son cas, tardaient à le changer en beau prince de légende, la chirurgie esthétique, elle, le ferait. » Le texte procède d'aller-retour permanent entre le merveilleux et le réel, et le texte semble chercher une solution à l'inanité du conte. Je cite, « Héra, Héri, le conte ne répond pas. Enterrer le corps, Héra, Héri, le conte ne répond toujours pas. » Il semble bien que ce soit la violence et la mort qui permettent de se rapprocher à nouveau du merveilleux. Certains passages des nouvelles se rapprochent à cet égard du roman gothique, notamment lors des descriptions poétiques de cadavres ou de paysages. Je cite, « Du milieu des exubérantes florescences, du ruissellement azural des myosotis et des gazons lumineux, l'amandier se dresse hirsute et noir, tel un immense calvaire. Le tronc, aussi creux qu'un cercueil, les racines empoisonnées, rongées par les acides. » L'écriture prolifique est presque excessive, signale, dans cette reprise des motifs gothiques, une ironie palpable. Par la poétisation de la violence, on peut peut-être rendre la parole au conte. C'est en tout cas ce que semble tenter Pierre Dubois en introduisant un détective au milieu des crimes. Mais pas n'importe quel détective, un détective qui croit au merveilleux. De toute façon, les enquêtes ne cachent aucun mystère. Le titre dévoile systématiquement l'issue de l'enquête dans un jeu avec le lecteur. Le détective a donc un rôle exclusif d'opérateur textuel. Il autorise le merveilleux dans le texte. Il permet en réalité de chercher le conte derrière la violence. Pierre Dubois introduit pour la première fois son détective dans Cendrillon, la 3e nouvelle. Merci. Un homme mince et pâle, vêtu avec recherche d'un camailleux de mauve, ramassa discrètement, perdu sous un fauteuil, une pantoufle de verre qu'il glissa dans sa poche. Il s'appelait C. Marmaduke Pertwee. C'était un jeune détective un peu fantasque, d'une vive intelligence, mais sans doute de nature trop sensible et trop irrationnelle pour le genre de travail que demande le Yard, disaient de lui ses supérieurs. C'est un idéaliste, et vous savez qu'il croit aux fées. Les initiales du détective sont incidemment celles de Charles Perrault, et son biographe est Roger Ackroyd, le personnage du roman emblématique d'Agatha Christie.
C'est donc un vrai personnage littéraire, traversé par une multitude de références intertextuelles qui ne s'intéressent qu'aux affaires mystérieuses. Les multiples références à la supériorité supposée de Pertwee sur Sherlock Holmes attestent davantage encore de sa qualité de détective du mystérieux, qui permet d'affirmer dans le livre ce balancement permanent, cette hybridité générique. Ainsi, on a vu que Contes de crime partait d'un constat, celui d'une incapacité des figures de conte à produire à nouveau de la fiction de manière traditionnelle, n'étant maintenant que des artifices vidés de leur sens. En réinvestissant par le biais de la violence et d'autres référents littéraires, on a cité le gothique, mais le texte multiplie les sources littéraires, comme lorsqu'il parle de la tenue barbette aurévillienne d'un personnage, le texte peut se remettre en marche, lentement, comme un vieil automate qu'on rallume. Les nouvelles présentent d'abord une certaine circularité qu'on a déjà évoquée, la fin du texte répondant à la citation en exergue. Dans cette circularité, il y a une contamination de l'imaginaire dans le réel. Je cite, « 7 d'un coup se trouvèrent ainsi saignés ». Mais l'introduction du personnage de C. Marmaduke Pertwee semble être l'élément principal qui permet de refaire marcher cet objet hybride. Au lieu de condamner la meurtrière dans Rapunzel, il l'applaudit. Seul, car la révélation de l'identité de la criminelle coïncide avec sa réalisation en tant que personnage de conte. Je cite, « C'est Marmaduke Pertwee, resté seul sous les voûtes désertées, face au cirque lunaire, applaudissait encore. » Dès lors, il semble que le texte s'emballe, que les vieux mécanismes se remettent en marche et que de la circularité de la nouvelle, on passe à un texte qui revendique une cohérence narrative. Donc, mirabilisation d'un univers désenchanté. Le terme de mirabilisation introduit par Jean Fabre semble bien caractériser ce qui est à l'œuvre dans les contes de crime. Il le définit comme une tension génératrice entre le merveilleux et le fantastique. Nous avons appelé mirabilisation cette force oppositionnelle fraternelle, ce discours déstructurant, cette écriture caïnique subversive qui, à l'intérieur du fantastique, tente à ramener l'unité perdue. Et par là, elle est éminemment romantique, l'horizontalité duelle et schizoïde de la catharsis fantastique. En d'autres termes, l'écriture est mirabilisante lorsqu'elle est tension vers le merveilleux à l'intérieur du fantastique. Cette idée de tension est essentielle car elle cesse d'opposer le merveilleux et le fantastique comme deux genres bien distincts. Denis Mélier note que la conséquence de cette idée de mirabilisation est de, je cite, « limiter tout autant la perception d'une déchirure ou d'un scandale fantastique, selon les termes privilégiés par Caillois, que le jeu de l'indétermination et de la suspension du sens. C'est alors la part du surnaturel dans la représentation qui fait que l'univers de la fiction tendra alors en permanence alternativement vers le merveilleux ou le fantastique. » La notion d'unité perdue est importante, particulièrement dans l'œuvre de Pierre Dubois, puisqu'on a vu qu'il semble déplorer la mort du conte, ou en tout cas la vacuité de ses représentations dans le monde contemporain. Il semble que ce qui l'engage par le processus d'écriture soit la mirabilisation par l'écriture d'un univers désenchanté. L'expression « il était une fois » marque, dans les contes, le seuil qui introduit au merveilleux. Il permet d'ancrer les contes dans un passé absolu. Or, toutes les nouvelles du recueil commencent par « il était une fois », sauf une, Blanche-Neige, qui est précisément la dernière. Si parfois le début de la nouvelle évoque très clairement le conte, par exemple dans Cendrillon, je cite « Il était une fois une petite Cucendron que l'on avait nommée Cendrillon parce que dormant dans la cendre, elle était cendrillonneuse de la tête aux pieds », Pierre Dubois insiste régulièrement sur le contraste entre l'incipit topique du conte et le réalisme, en provoquant un détournement comique du « il était une fois ». On pense par exemple au début du Petit Chaperon rouge. Je cite « Il était une fois un homme gros et triste qui avait bien du mal à passer en troisième ». Tout se passe comme si ce « il était une fois » ne signifiait plus rien, n'avait plus de pouvoir d'invoquer quelque monde merveilleux, mais devenait une simple locution, un artifice langagier. Néanmoins, il semble que la répétition quasi incantatoire de la formule semble être encore une tentative de réactivation du merveilleux, comme dans le conte de l'Amandier. En effet, dans cette nouvelle très noire, où une femme tue son mari par ennui et l'enterre après l'avoir découpé sous l'amandier qu'il affectionnait particulièrement, on ne compte pas moins de 4 « il était une fois » dans la nouvelle. Il était une fois une vieille dame de fort méchante humeur, et il y avait de quoi, ruminait-elle.
Il était une fois, un autre fois, il y a bien longtemps, au cœur des collines bleues d'Auvergne, quand Léonie gardait les moutons. Il était une fois une vieille dame très en colère qui veillait un pansement. Il était une fois un pique-feu qui fermement s'ennuyait sur ses clinquants chenets. Évoquant d'abord un état, puis provoquant une analepse, puis ensuite une prolepse pour enfin changer de point de vue, le dernier « il était une fois » ouvre sur le point de vue subjectif de l'arme du crime. La formule semble être bien évidemment incantatoire, vectrice de mirabilisation. Ainsi, le « il était une fois » semble servir de manivelle, ou, si l'on peut oser la métaphore, de bobinette, pour entrer dans le monde du conte. C'est donc bien par la langue que passe la mirabilisation, et davantage encore par la répétition de formules incantatoires liées au conte. À la comptine. On pense aussi à Barbe de Grive, qui a besoin de la répétition pour faire progresser la narration. Héra et rit, le conte n'est pas fini. Héra et rit, et le conte ne répond pas, etc. Et le conte se met à rire. À l'aide des répétitions, la langue s'emballe, passant d'une langue prolifique à une langue pratiquement autoréférentielle, qui semble créer elle-même des objets littéraires, à la fois signifiés et signifiants, lorsque C. Marmaduke-Pertwee parle par exemple de son stéthoscope hypotyposique. La violence du crime devient violence faite à la langue. Langue hachée par les points de suspension, répétitive, qui crée elle-même de nouveaux mots, partant de nouveaux objets, pour permettre l'actualisation du merveilleux. La langue devient poétique à mesure que s'accentue la violence des crimes, et donc aussi la violence faite au texte. Il existe bien donc une progression à l'intérieur des contes de crime. Si les premières nouvelles semblent constater l'impossibilité pour le merveilleux d'être signifiant dans la fiction, comme l'indique notamment la comparaison avec les figures de carton-pâte du parc d'attractions, la dernière nouvelle, Blanche-Neige, annonce que ce musée a disparu dans des circonstances violentes. Je cite « On brûla un wax museum avec son propriétaire coupable d'exposer des scènes reconstituées de célèbres contes de fées, Podane, la Belle au bois dormant, Cendrillon, et soupçonné par ses voisins de s'adonner la nuit, derrière ses volets, à de honteuses pratiques au milieu de ses poupées. » Le merveilleux artificiel a brûlé, ou plus précisément, les anciennes figures archétypales du merveilleux ne sont plus. Que reste-t-il donc ? Le texte semble bien, parallèlement à la mort de ces personnages, réinvestir le merveilleux dans la langue et dans les images, ce qui passe aussi par une intensification de la violence. Les premières nouvelles semblent constituer les premiers tours de manivelle pour lancer la machine, circularité des nouvelles. Mais à partir des contes de l'Amandier, la violence devient méthodique et répulsive. Je cite « Elle fendit, débita, trancha, racla, puis, portant les morceaux dans la baignoire, fit plusieurs voyages à la remise où il rangeait son matériel de jardinage afin d'y quérir acides et chaux vives dans lesquels elle laissa tremper et se désagréger les restes. Elle se matine aussi d'une violence sexuelle presque insoutenable, quoique toujours tournée en dérision, vers la fin du livre. Je cite « Une troisième créature est égorgée, les membres inférieurs toujours bâillants, et le sexe est obstrué par une canette de bière, une Bishop's Finger Strong Ale, la marque préférée de la défunte, d'après les témoignages recueillis par les enquêteurs. Soit. Mais attention, retenez bien les faits. Non loin du corps, on relève de copieuses traces de sperme. » Fin de la citation. Intensification de la violence qui accompagne la mirabilisation, comme si la violence était ce qui permettait au merveilleux d'advenir par la langue dans le texte. C'est donc moins un recueil de nouvelles qu'une suite de chapitres, moins une enquête policière à partir des contes qu'une enquête sur le livre même. Le livre semble demander comment aujourd'hui mirabiliser la fiction dans une perspective métatextuelle. Je cite « Vous avez omis de commencer par « Il était une fois », s'agace Pertwee, dans une nouvelle qui commence bien, elle, par la formule. Nous arrivons donc à la troisième partie, autoréférentialité, les contes de crime comme enquête participative. Rapunzel, au centre du livre, semble constituer la clé de voûte de l'édifice, le secret des contes de crime. Le livre évoque à plusieurs reprises son autoréférentialité, qu'on peut comprendre comme étant symbolisée par le château de Rapunzel. Le lecteur se fait enquêteur et la lecture herméneutique. La description du château semble être sans appel. C'est bien le livre lui-même qui est l'édifice. À chaque crevasse, à chaque caillasse du torrent et du ravin refleurissaient les ronces des anciens enchantements, poussaient les pierres du diable, celles des dames, la pierre de la bête à crochet, la pierre du cheval Bayard, la pierre des Nutons et la pierre sur laquelle le château surplombait la vallée. Comment comprendre la répétition de Pierre avec une majuscule, si ce n'est comme référent au prénom de l'auteur du texte ?
Pierre du Bois. Le château est ainsi qualifié plus loin de mirage de pierre. Est-il anodin alors que dans la chambre la plus haute de ce mirage de pierre, où a été commis le meurtre, se trouve, je cite, un livre, un gros livre qu'il feuillette, laissant entre les pages se déplier des ailes bleues, trottiner des animaux musiciens, des chaperons rouges par les sentiers jaunis d'images de campagne. Un livre de contes de fées, les contes de Grimm. Fin de citation. Les contes de Grimm sont donc au cœur du livre autoréférentiel. Les répétitions jouent comme indice. C'est donc évidemment par la découverte de ces contes que les policiers sont qualifiés de petits cochons. Les contes sont morts, des corps de carton-pâte brûlés. Ainsi, Barbe de Griffe se demande comment faire pour s'échapper de ce faux conte. C'est bon, d'accord. Mais où mène le mystère? Les contes sont morts, mais la magie reste. Enfermés dans une nouvelle maison, dans Blanche-Neige, seule nouvelle donc à ne pas commencer par la formule topique du conte, les personnages de contes vivent là, dans l'attente que Pertwee leur raconte des histoires. Mais plus des histoires merveilleuses cette fois, des histoires d'enquête. Le « il était une fois » n'est donc plus nécessaire. Dans son autoréflexivité, le livre semble témoigner plusieurs fois de l'impossibilité de réécrire des contes, malgré la mirabilisation de la fiction. Je cite, « C'était un jeu de cubes, sans autre reflet que leurs 6 côtés. On a beau disperser les 1000 éclats d'un puzzle avec l'espoir de le réinventer, il ne sera jamais qu'une image sans revers, sans royaume derrière. Son mystère n'est qu'un cul-de-sac, il ne promet qu'un leurre. » L'enquête mène donc à une aporie. Ainsi, les contes de crime de Pierre du Bois sont à la fois perversion du conte et mirabilisation de la fiction policière. Dans le livre, les contes sont des mirages, des figurines de carton-pâte qui vont être brûlées et sur les ruines desquelles renaît une langue magique. Faire violence à la fiction, faire violence à la langue, semble être le moyen d'approcher du merveilleux. Le choix de Roger Ackroyd comme biographe de Pertwee n'est pas anodin, puisque dans le meurtre de Roger Ackroyd, c'est le narrateur lui-même qui est responsable du meurtre, mettant ainsi en doute l'instance narrative. Dans la nouvelle éponyme de Contes de crime, c'est Roger Ackroyd qui est responsable du meurtre de Peter Pan. Cela signifie-t-il que le prosaïque du réel a tué le merveilleux des contes? Que c'est l'auteur qui est responsable de la mort des personnages de contes? Invocation, découpage et répétition, cette œuvre hybride tend vers le merveilleux, mais ne semble en fin de compte ne renvoyer qu'à elle-même. Elle semble vouloir dire, c'est une illusion de croire qu'on peut écrire sur les ruines des contes. La fiction de notre monde désenchanté est nécessairement métatextuelle. L'écriture se fait bien tension vers le merveilleux, mirabilisation, mais contaminée à la fois par le réel et la violence, le merveilleux ne peut advenir. Et donc je vous quitterai sur cette dernière citation. Vous avez omis de commencer par « Il était une fois ». Frileusement, vous demeurez sur la rive sans oser l'enjamber et traverser le miroir. Avancez au-delà de la Threadneedle Street, en terra incognita, dans la jungle organique des commencements, dans la forêt des contes.